Bien, et bien bonjour à ceux qui arrivent. On va ouvrir ce nouveau webinaire organisé en partenariat entre l'AFA, l'Association française d'agronomie, et Agrinium, portant sur le thème toujours en lien avec le débat agronomique de l'AFA de 2020, portant sur les indicateurs agronomiques et la PAC. Donc, on va laisser une petite minute pour faire arriver les participants. Et j'en profite pour vous préciser les possibilités d'interaction avec l'intervenant et l'animateur. La première possibilité, c'est le chat. Vous avez le bouton de chat qui est un fil de discussion où vous pouvez soit mettre des informations, soit me faire part de vos problèmes ou soucis techniques si vous en avez, ce que je n'espère pas. Et évidemment, le plus important pour vous et pour nous, c'est la rubrique QR, questions-réponses. Ces questions-réponses, c'est pour pouvoir poser des questions de fond sur l'intervention de Daniel L. Et donc, merci d'utiliser en priorité ce bouton. Voilà. Donc, je vais le repréciser quand même dans le chat, et je laisse la parole à Antoine Messéan, le président de l'AFA, pour présenter l'intervenant et le sujet d'aujourd'hui. À toi, Antoine. Bien, bonjour à tous et tout d'abord merci à Philippe Prévost et à Agrinium pour accueillir ce webinaire, et bienvenue à ce webinaire qui, comme l'a dit Philippe, s'inscrit dans le cadre du débat agronomique de l'AFA, du débat agronomique de l'année 2020. Donc c'est quelque chose que nous avons entamé il y a à peu près 1 an, et qui s'intitule « Comment promouvoir des pratiques vertueuses dans la réforme de la PAC ». Alors évidemment, c'est un point d'étape, ce sujet encore quelques temps, notamment avec la publication d'un numéro spécial de la revue Agriculture, Environnement et Société. Alors pourquoi ce thème en 2020 ? Nous avons fait le constat que les politiques agricoles actuelles sont souvent fondées sur des engagements de moyens ou de pratiques. Or, si certaines pratiques agricoles sont meilleures que d'autres, nous savons tous que l'impact environnemental, économique et social d'une mesure dépend beaucoup du contexte pédoclimatique, mais aussi du système de production dans lequel elle s'insère. Et donc, un enjeu consiste à favoriser l'adoption des pratiques agronomiques qui soient adaptées au contexte local et choisies en fonction de leur impact réel et non uniquement de leur nature. Ceci suppose d'avoir des indicateurs qui soient à la fois représentatifs des impacts réels, mais aussi suffisamment simples pour être intégrés dans des politiques publiques comme la politique agricole commune. Par ailleurs, comme ces impacts concernent différentes échelles, parcelles, exploitation agricole, territoire et plus largement le continent ou la planète, les indicateurs doivent être adaptés à l'échelle concernée. Il y a aussi des arbitrages entre différentes échelles. Et donc, notre débat a été structuré selon ces différentes échelles. Et après un webinaire sur le niveau de la parcelle, le 15 janvier, l'exploitation agricole, le 22 janvier, c'est aujourd'hui le niveau territoire que nous allons aborder. Tant le niveau territoire est un espace essentiel pour déployer des politiques publiques et agir sur les impacts environnementaux et sociaux. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel L., qui est notre orateur aujourd'hui. Daniel est coordinateur du projet Terre de Source au sein de la collectivité en charge du service public d'eau potable sur le bassin rennais. Daniel va nous expliquer cela, mais le Terre de Source a pour objectif de favoriser l'adoption de pratiques vertueuses, et pour cela a mis en place utilise un certain nombre d'indicateurs, à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour poursuivre les marges de progrès. Voilà. Donc, Daniel va nous intervenir en une petite demi-heure. Et ensuite, il y aura des questions et réponses pendant une autre demi-heure en fonction de vos questions. Et c'est Philippe Prévost qui animera cette discussion. Voilà, Daniel, à toi. Oui, bonjour à tous et merci de nous donner l'occasion de présenter le projet.
du coup, le projet Terre de Source, qui est porté par la collectivité eau du bassin rennais, qui est le syndicat de production d'eau potable, qui alimente les 580 000 habitants du territoire, et qui désormais un projet qui est porté par l'ensemble du territoire et qui a vocation à se répliquer aussi sur d'autres territoires en France. Le projet donc part effectivement de la protection des ressources en eau potable, avec un double objectif, un objectif en termes qualitatifs et quantitatifs, puisque les deux sont liés. Et sachant, comme vous le savez, qu'on est particulièrement en Bretagne confronté aux problèmes de pollution liés à l'activité agricole vis-à-vis des nitrates et des produits phytosanitaires. L'enjeu quantitatif, il est lié à l'évolution du climat qui donc est attendu et qui est décrit par les scientifiques, en particulier par rapport à l'augmentation des températures et qui, lié à l'augmentation de l'évapotranspiration, aura pour conséquence une réduction des débits dans les cours d'eau, et en particulier des cours d'eau de la région, sachant qu'on s'approvisionne à 85% dans les rivières ou les retenues. Donc pour nous, c'est un enjeu très, très important. Aujourd'hui, puisque nous sommes déjà confrontés à cette problématique-là, en lien avec l'augmentation de la population sur le territoire, et puis du coup, dans l'avenir a fortiori. Alors, je vais me concentrer sur, dans un deuxième temps, sur la carte. Du coup, pour vous présenter la problématique concernant l'enjeu qualitatif en particulier. Donc, vous avez en fait le territoire de haut du bassin rennais qui est composé de Rennes Métropole et puis des communautés de communes voisines, et donc qui regroupe aujourd'hui 80 communes, enfin à peine à 72 communes, et par rapport à ce territoire de consommation d'eau, un territoire de production d'eau, que l'on appelle les bassins versants d'alimentation en eau, en amont des captages, en vert. Et donc vous avez autour de Fougères les cantons les plus laitiers de France, donc une production laitière très, très intensive, et puis à l'ouest, une production mixte, mais toujours une production animale dominante, donc porcine, avicole et puis laitière. Donc, vous voyez que dans ce contexte, on va prélever de l'eau en dehors du territoire administratif. Et du coup, d'où l'idée de développer un partenariat économique entre les territoires de consommation et territoires de production. Alors, dans le contexte de protection des ressources en eau, et la mise en place d'une politique de protection déjà entamée depuis une vingtaine d'années, et en complément des actions classiques qui ont permis une amélioration significative des résultats en termes de qualité d'eau, puisque sur ce territoire, on est passé de 70 mg par litre à 45 aujourd'hui. Donc, on a une amélioration, comme partout en Bretagne, de la qualité de l'eau. Pour autant, l'idée est de continuer et de s'intéresser en complément aux autres enjeux, notamment les produits phytosanitaires, sachant que l'idée est de donner du sens et de continuer à donner du sens aux agriculteurs dans cette démarche-là. Et donc, lorsque nous sommes adressés aux agriculteurs au tout départ, donc les agriculteurs nous sont clairement dit, nous on est d'accord de faire évoluer nos systèmes de production, mais on voudrait que ça se fasse dans une démarche gagnant-gagnant. Et donc voilà le début de l'histoire, avec l'idée, donc cette idée de chercher à valoriser économiquement les produits des exploitations agricoles
en particulier sur le territoire rennais, mais plus globalement sur l'ensemble du territoire, de façon à inciter financièrement à ce développement des systèmes, enfin, ce progrès de systèmes de production. On butait sur un point particulier parce que pour nous, pour développer les filières de production, c'était la commande publique qui nous semblait intéressant parce que des marchés sur la durée, avec des volumes importants, et puis décidés par les politiques, donc beaucoup plus facile à aborder que le marché grand public qui doit se faire dans la durée et que l'on aborde aussi en complément. Vous connaissez la problématique des marchés publics, à savoir l'interdiction du localisme, c'est-à-dire l'interdiction de cibler un territoire géographique pour cibler les fournisseurs de denrées alimentaires. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a travaillé avec les services juridiques et experts de la commande publique de Rennes Métropole pour trouver ensemble la façon de présenter les marchés publics pour ce faire. Et donc, c'est le point de départ du projet, avec un marché public innovant qui permet, qui est un outil de relocalisation d'une économie. Donc la technique, en deux mots, ce sont des marchés publics de prestation de services et non pas de fourniture. Donc on achète de la prestation de services protection des ressources en eau, au sens eau potable, et de cette façon, ce sont seuls les agriculteurs qui sont situés en amont des captages d'eau potable, donc qui ont une influence sur la qualité de l'eau de ce captage, sont seuls en mesure et légitimes à répondre à cet appel à prestation. Donc voilà la technique qui permet de localiser et de cibler les exploitations. Et nous avons concrétisé ce concept-là en 2015 avec la ville de Rennes et 3 producteurs. Et puis 2017 avec 15 communes, en plus de 14 en plus de la ville de Rennes, et en face 20 producteurs qui soient en fait en vente directe ou dans des filières longues à partir du moment où les exploitants répondent en co-traitance avec leur transformateur. Alors, la démarche en ce qui concerne les exploitations agricoles, pour répondre à cet appel à prestation, le cahier des charges est le suivant. C'est l'idée, le cahier des charges a été bâti par un groupe de travail composé de producteurs, de consommateurs, de collectivités. Et l'idée d'un engagement en fait, à faire progresser le système de production sur la base d'une évaluation de la durabilité des exploitations agricoles en utilisant donc la méthode IDEA, qui est une méthode donc de la direction de la recherche du ministère de l'Agriculture, qui est pilotée par un ensemble de scientifiques, 14 scientifiques au niveau national, dépendant de l'INRAE, ex-INRAE et ex-IRSTEA, mais aussi de l'Institut de l'élevage et autres organismes. Et cette méthode-là, du coup, elle intègre un certain nombre d'indicateurs sur les 3 échelles, agroécologique, socio-territoriale et économique, donc visant, évaluant donc la durabilité globale de chacune des exploitations. Et donc, dans ce cadre-là, les exploitants donc, sont amenés à faire un diagnostic et à former un projet de progrès, lequel projet de progrès doit en particulier faire évoluer les scores de 9 indicateurs qui sont plus en lien avec les enjeux de l'eau et qui ont été retenus par les partenaires. Et donc, sur la durée du marché, le marché public étant de 4 années. Avec des exigences d'entrée, donc à savoir l'absence d'OGM dans l'alimentation, donc en particulier le soja. Alors, ça tombe bien, donc c'est au-delà de ce choix politique, c'est en lien aussi avec nos préoccupations en termes de qualité d'eau, puisque l'origine du nombre important d'animaux en région Bretagne est liée à l'importation
massive de l'alimentation animale et de soja en particulier. Et, lorsque l'on réalise le bilan sur notre territoire, on double la surface agricole liée à l'importation des concentrés. Voilà. Et puis vous avez les autres critères d'entrée, absence de phytotueurs de pollinisateurs, les phytos les plus retrouvés dans l'eau en particulier, qui nous créent des problèmes en matière d'eau potable, parce que ce sont des petites molécules qui ont des difficultés à s'absorber sur le charbon actif notamment. Donc, sur ce modèle-là, l'idée est de rassembler toutes les restaurations collectives pour organiser ces mêmes types de marchés publics innovants. Et puis, la deuxième jambe du projet, c'est justement d'aller investir le marché grand public pour entraîner les habitants du territoire dans la dynamique. Et donc, on le fait via la création d'un label, un label local, donc terre de source. Et après avoir réalisé toutes les études nécessaires, on a commencé à mettre les premiers produits en rayon pour tester là aussi la démarche et pour l'étendre à plus grande échelle dans les années à venir. Donc le maître mot, c'est la pédagogie pour aller sensibiliser le consommateur par rapport à son acte d'achat. Les valeurs, les promesses de ce label, c'est le progrès des systèmes de production, ça vous l'avez compris, les paiements, la juste rémunération des producteurs par rapport à ces services environnementaux, les produits devant être aussi accessibles aux consommateurs, donc avec un enjeu social, et la gouvernance partenariale, comme je l'ai présenté, composée de producteurs, de consommateurs et de collectivités, et puis la traçabilité de ces produits pour garantir l'origine par rapport au territoire des produits. Alors, la vocation d'un tel label aussi est de s'appliquer à l'échelle nationale, et notamment sur la base des projets alimentaires territoriaux qui pourraient constituer des territoires susceptibles de répliquer la démarche en fonction des enjeux définis de chacun des territoires. Alors, on a eu la chance d'être retenu dans le cadre de l'appel à projet Territoire d'innovation du programme d'investissement d'avenir pour être accompagné sur 10 ans jusqu'en 2028 pour développer tout le projet sur le territoire. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire pour développer, déployer le projet à grande échelle? C'est développer toutes les filières de production et les labelliser. Donc, quand on dit filière de production, l'idée est de développer toutes les filières déjà économes en intrants qui existent sur le territoire, donc essentiellement la production animale, et puis en complément de développer toutes les productions qui existent beaucoup moins, et donc mettre plus en adéquation production et consommation sur le territoire. Donc ça veut dire des cultures comme le blé noir, qui sont emblématiques pour la région et pour les galettes notamment, sachant que ce blé noir il est importé à 70%, alors que c'est tout bénéfice pour l'eau, étant donné qu'il n'y a pas besoin d'intrants ni produits phytosanitaires et engrais. Mais c'est aussi des huiles avec des rapports oméga 3, oméga 6 intéressants, comme le colza. C'est bien sûr des fruits, des légumes qu'on a beaucoup moins. C'est du blé planifiable. C'est voilà, un certain nombre, c'est du chanvre aussi, donc des écomatériaux pour permettre, alors très intéressant aussi en termes de filières bas intrants, pour développer donc sur le territoire. En vert, c'est tout le développement de la demande, l'organisation de la commande publique via une centrale, comme j'en ai parlé tout à l'heure. C'est la sensibilisation et l'éducation à la consommation durable sur le territoire. C'est le développement de circuits alternatifs de distribution. Et puis en jaune, c'est le lien entre offre et demande. C'est la logistique, et puis c'est la création d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, destinée à rassembler tous les maillons des filières entre les producteurs, les transformateurs, les consommateurs
et les collectivités. Alors, notre feuille de route pour aller dans ce sens-là, hein, c'est clairement le scénario After 2050 que l'on a décliné sur notre territoire et construit avec l'ensemble des partenaires, avec les axes forts, hein, d'évolution du régime alimentaire des habitants, l'augmentation de l'autonomie des exploitations, notamment concernant l'alimentation des animaux, hein, j'en ai parlé, la réduction de la production animale, hein, et donc liée à déjà une réduction tendancielle, hein, actuellement observée, et puis une augmentation de la proportion des élevages et des productions économes en intrants. Alors, comment on pratique le développement de ces filières de production, hein? L'idée, c'est vraiment de mettre les agriculteurs au centre de la démarche, de façon à ce qu'ils soient acteurs de la commercialisation de leurs produits et les faire rencontrer les différents maillons, hein. Donc, si on prend l'exemple du blé panifiable ou du blé noir, hein, c'est de faire rencontrer les organismes stockeurs, les meuniers, donc encore bien présents sur notre territoire, les fabricants de galettes et boulangers, hein, de façon à contractualiser, hein, sur des volumes, des durées et puis des prix. Alors, dans le cadre de cet appel à projet, on a deux types d'aides financières. Donc, d'une part, des subventions classiques en vert, en bleu, hein, donc pour accompagner et financer l'intervention d'organismes partenaires, notamment les organismes de développement, hein, entre la Chambre d'agriculture, le groupement d'agriculteurs biologiques, le CIVAM, le CETA, voilà, et d'autres partenaires comme Initiative Bio-Bretagne, etc. Et puis, deuxième outil, c'est un outil qui est spécifique à cet appel à projet, qui correspond à un soutien à l'investissement, en particulier des sociétés qui ont des projets terres de sources compatibles. Et donc, non pas via des aides à l'investissement classiques, mais via des prises de participation au capital en fonds propres ou quasi-fonds propres, destinés à soutenir les projets d'investissement des sociétés par rapport à des projets qui ont non pas un modèle économique avéré, hein, considérant que c'est des projets qui vont dans le sens de la transition agricole et agroécologique et alimentaire du territoire. Donc, les exemples, hein, c'est de la transformation de légumes, c'est aussi la transformation des protéagineux, hein, donc en lien avec le plan protéines, ou des légumineuses, hein, alimentation humaine, destinée donc à la fourniture de denrées pour les populations et puis les restaurations collectives notamment. Mais c'est aussi voilà, le développement de filières de chanvre, hein, en ce qui concerne l'écomatériaux en particulier. Voilà, alors du coup, la maquette financière, hein, c'est en gros 20 millions d'euros avec du coup un effet levier attendu, hein, pour arriver à 80 millions d'euros sur le territoire à l'échéance de 2028. Alors, quelle vision on a du projet à 10 ans, et on arrive à la notion d'évaluation et d'indicateur. Du coup, il y a un comité scientifique composé d'un certain nombre de scientifiques de différentes disciplines. L'objectif qu'on se donne, c'est 25% des exploitations agricoles à 10 ans labellisées et rentrant dans les démarches, et puis 25% des habitants connaissant la démarche et achetant les produits. On a globalement, donc en ce qui concerne les indicateurs, donc cette fois à l'échelle du territoire, hein, au-delà, et vous l'avez compris, des indicateurs à l'échelle des exploitations dans le cadre de la labellisation. On a un certain nombre d'indicateurs, hein, que l'on peut classer de cette façon-là. Donc déjà des indicateurs classiques, hein, évaluation du pilotage de projet, hein, la gouvernance, les dépenses, etc. L'évaluation de l'impact territorial sur le territoire, donc avec l'impact au niveau des usagers,
Donc, les personnes impliquées dans la construction du développement, les acteurs économiques impliqués dans le développement des filières, le nombre d'exploitations agricoles labellisées. Et clairement, ce sont des indicateurs qui sont des indicateurs intégratifs, intégrateurs, qui permettent de rassembler beaucoup d'indicateurs déjà. C'est-à-dire que s'il y a un nombre important d'acteurs économiques à travailler sur ce projet-là, c'est qu'ils sont satisfaits à plusieurs niveaux, au niveau économique, au niveau gouvernance et au niveau des marges. Donc, l'effet levier, donc ça c'est au niveau chiffre d'affaires aussi, donc au niveau économique. Et puis, le régime alimentaire, ça c'est en référence aussi au scénario After 2050, sachant qu'il nous faut évaluer la trajectoire sur laquelle nous sommes en référence à ce scénario à l'horizon 2050. Et puis l'impact environnemental, donc d'une façon générale, en ce qui concerne la qualité de l'eau, qualité et quantité, et puis globalement les enjeux gaz à effet de serre, biodiversité, etc. Alors, si on cible sur les pratiques agronomiques, donc, et en rassemblant les thématiques, on a plusieurs axes. D'une part, la diversification des productions. Donc, alors, j'ai peut-être moins insisté sur ce point-là. C'est important puisque par rapport à la qualité de l'eau, ce que l'on vise en particulier, c'est un allongement des rotations en référence à l'étude INRAE 2010 s'agissant du plan Éco-Phyto, qui clairement définit les conditions nécessaires, à savoir l'évolution du système de production et non pas du système de culture, pour espérer atteindre une réduction significative et importante de la quantité de produits phyto consommés. Et donc, la diversification des productions est donc en lien avec notre projet pour diversifier les productions sur notre territoire. C'est un enjeu important. Les économies d'intrants, bien entendu, engrais phyto, les concentrés importés, les surfaces d'entraînement, en particulier le développement du bio sur le territoire. La préservation des milieux, donc zones humides et têtes de bassin versant en particulier, avec par rapport aux zones humides potentielles, donc qui sont identifiées, cartographiées, bien les zones humides effectives, et du coup avec leur développement, les milieux aquatiques, les sols aussi, donc la qualité des sols et en particulier tout le développement la dynamique des sols vivants pour aller dans ce sens-là. Et puis, un enjeu qu'on peut mettre aussi avec le précédent, c'est le développement du linéaire bocager, plus globalement l'agroforesterie sur le territoire, sachant qu'il y a un enjeu important à développer l'arbre par rapport aux différents enjeux, et notamment et en particulier celui de l'eau. Donc les sources de données, donc en ce qui concerne bien l'occupation du sol et de rotation, c'est le registre pagraphique. Donc vraiment un point important. Alors je vais en parler tout à l'heure, avec les difficultés aussi d'accès aux données et de transmission de ces données, en particulier les données nominatives, les données de flux d'azote. Donc là, en lien avec la directive nitrate et en lien avec notre projet qui s'inscrit bien dans un soutien de l'État, donc de pouvoir avoir à disposition les données de flux d'azote pour chacune des exploitations du territoire. L'Observatoire des ventes de produits phyto, donc là, ce sont des données agrégées qui sont transmises par l'Agence de l'eau et traitées par la DRAF. Les données comptables, donc ça, des points importants. Du coup, vous en avez parlé précédemment dans les webinaires précédents. Donc, et pour nous, en lien aussi avec des entreprises qui permettent aussi, je vais en parler tout à l'heure, de la blockchain, donc d'avoir une traçabilité, de développer les démarches de traçabilité des pratiques
donc de l'exploitation agricole jusqu'au consommateur. Et donc, ces données comptables peuvent être valorisées. Et donc, on y travaille pour ce faire de façon à avoir une obtention des données qui permettent de limiter le temps de transmission par l'agriculteur et le temps de collecte par les différents techniciens. On a des couches d'information géographique, hein, donc l'importance de spatialiser les pratiques à l'échelle du territoire, donc avec en particulier Bretagne Environnement qui rassemble un certain nombre de couches d'informations concernant le bocage, hein, les zones humides, etc. L'agence bio pour le développement pour les connaissances de l'agriculture bio et à l'échelle des parcelles. Et puis, les diagnostics IDEA, bien entendu, qui peuvent être largement valorisés avec l'ensemble des indicateurs, hein, donc des 53 indicateurs de la version 4 qui donc, pourront être valorisés. Donc, les moyens d'accès à ces données, c'est le conventionnement, hein, avec toutes les difficultés et avec les autorisations, particulièrement par rapport aux données nominatives, et dans le cadre, bien évidemment, de la RGPD actuellement. Donc la blockchain, hein, j'en ai parlé, hein, avec le développement de cette démarche-là. Et donc nous, on a, dans le cadre de cet appel à projet, le soutien à des entreprises. Et donc, on est en partenariat en particulier avec des entreprises, hein, comme Ferme Direct, qui vont dans ce sens-là pour digitaliser, hein, pour gérer de façon numérique des contrats entre producteurs et acheteurs sur la base de cahiers des charges et de cahiers des charges garantis par du coup la plateforme. Voilà, deux perspectives, c'est l'élaboration du système d'évaluation, hein, donc ce que je vous présente là, on est en train du coup de formaliser toute cette démarche-là, hein, qui nous permettra d'aller jusqu'à la démarche de certification des exploitations, et puis surtout en complément, hein, d'évaluer globalement le développement et l'impact de projets sur le territoire, et donc avec le concours du comité scientifique, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et puis la fiabilisation, hein, donc du processus d'acquisition des données, sachant que c'est un point clé, bien évidemment, et qui concerne l'ensemble des territoires. Voilà, donc du coup, je vous remercie, puis du coup, j'attends vos questions. Merci beaucoup, Daniel. Les questions, donc, certaines commencent à arriver. Peut-être j'arrête le partage du document. Voilà, pour qu'on puisse… alors, on peut commencer par quelques questions qui sont posées par les participants. Il y a plusieurs questions autour de la façon d'utiliser la méthode IDEA. En particulier sur l'amélioration du score. En fait, est-ce que vous demandez à ce que le score soit amélioré par tous les agriculteurs et quelle différence vous faites entre les agriculteurs qui ont au départ une bonne performance? Faut-il toujours qu'ils progressent ou est-ce qu'il y a des scores maximaux? Et à l'inverse, pour ceux qui font déjà de l'eau propre, comment ils sont valorisés et ceux qui partent de très bas, comment vous faites pour les faire progresser vite? D'accord. Ça, c'est une première question. Il y a deux autres questions sur la méthode IDEA. Donc, peut-être je vous laisse répondre déjà sur cette façon de gérer la méthode IDEA en fonction du type d'agriculteur. Très bien, c'est une question très, très importante. Du coup, on est en train d'adapter les choses par rapport à la version 4 d'IDEA, hein, sachant qu'on avait calé les choses sur la version 3. Donc, comment on opère? Bien, effectivement, par rapport aux exploitations qui ont déjà un niveau de durabilité important, si on prend l'exemple des exploitations bio ou des systèmes herbagés en production laitière, eh bien les partenaires nous ont dit, en fait, voilà, il serait normal d'avoir
du coup, de ne pas exiger un progrès, quoi. Et effectivement, c'est ce que l'on a retenu à partir du moment, alors par rapport à la version 3 d'IDEA, donc on a travaillé par rapport à l'échelle agroécologique, donc les 21 indicateurs, et donc on avait défini un seuil maximum de 80 sur 100, au-delà duquel il n'était plus exigé un progrès. Alors, sachant que le progrès est toujours possible, et en fait, les exploitations agricoles en bio en particulier qui ont répondu au marché public ont été les exploitations qui ont beaucoup plus progressé, justement. S'agissant du seuil minimum, c'est effectivement le souhait. Et donc là, on est en train de définir ce seuil minimum effectivement avec la version 4. Et donc, et ce qu'ont décidé les partenaires, c'est qu'en deçà d'un seuil minimum, les exploitations ne peuvent pas bénéficier de la mise en commercialisation, donc des produits sous le label. Voilà, donc ça c'est et pour ces exploitations-là, à partir du moment où elles rentrent dans la démarche, elles sont accompagnées d'un point de vue technique et financier pour progresser et pour arriver à ce seuil minimum, et puis bien évidemment progresser sur la durée du contrat, quoi. Et donc, dans la même ordre de questions, pour juger que les progrès soient suffisants, vous avez une démarche particulière ou pas? Alors là, ça renvoie à l'ambition de progrès. Donc, quelle ambition on se donne? Alors, ça, c'est le troisième point qu'on est en train aussi de recaler par rapport à cette version 4. Avec clairement la problématique à laquelle on est confronté, c'est le rapport entre le bénéfice finalement de l'exploitation, donc ce qu'elle va pouvoir en tirer en termes de valorisation économique des produits, et puis cette ambition de progrès. Et pour nous, alors j'en ai pas parlé, mais c'est bien au cœur de nos travaux, c'est de coupler la valorisation économique des produits avec des paiements pour services environnementaux classiques, de façon à ce qu'à l'échelle de l'exploitation, on combine bien les deux choses, quoi. Si on prend le cas précis d'exploitation qui s'engage dans le développement des filières de production, si on prend le blé noir ou le blé palmable, seuls quelques hectares de l'exploitation vont être concernés. Et bien évidemment, au niveau du modèle économique de l'exploitation, voilà, il faudra, pour cette phase de transition, il y a nécessité à ce qu'elle soit accompagnée d'une autre façon que la seule valorisation. Et pour terminer sur la méthode IDEA, en termes de période de suivi des indicateurs, comment vous procédez? Alors, donc, ce sont des marchés plus de 4 ans. Donc, on fait donc le diagnostic initial et puis un diagnostic à 4 ans. Et entre les deux, on s'assure de la mise en œuvre du projet de progrès par les exploitants. Et donc, annuellement, on fait un bilan pour analyser les difficultés rencontrées, le retard ou au contraire l'avancement par rapport au projet initialement défini. Ok. Alors, bon, il y a une dernière question autour des pratiques agricoles et des conséquences sur l'eau. Concernant la pollution par les nitrates, sachant qu'elles peuvent être autant liées à des intrants chimiques que de la matière organique, est-ce que vous faites attention à ces pratiques entre fertilisation de synthèse ou fertilisation organique? Alors, du coup, c'est un enjeu, c'est un objectif global, de réduction des pressions en ce qui concerne l'azote en particulier. Et puis, avec un point par rapport à l'engrais minéral, où là, l'enjeu, c'est aussi et avant tout d'aller du coup travailler par rapport à l'enjeu de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, si le projet, il s'intéresse il part de l'eau, donc de l'eau potable en particulier, mais aussi l'eau au sens milieu aquatique,
il intègre aussi les autres préoccupations et enjeux du territoire, et en particulier celui de la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, on intègre bien ces préoccupations qui font partie de notre feuille de route. Je parlais du scénario After 2050 tout à l'heure, où on inscrit bien ces enjeux-là. Alors maintenant, il y a des questions autour de la certification. Est-ce que vous engagez les agriculteurs en contrat sur une certification particulière de type bio, HVE ou autre? Et sinon, par rapport au début de l'engagement des agriculteurs, est-ce qu'il y a déjà, dès le début, une forme de certification ou peut-être de labellisation? En tout cas, entre labellisation, certification maison et certification officielle, comment ça se passe? Alors là aussi, c'est au cœur de nos travaux. En fait, il faut que nous finalisions cette démarche de labellisation. On a été accompagné pour ce faire. Et donc, il faut qu'on poursuive cette assistance à la maîtrise d'ouvrage pour aller dans ce sens-là. Et donc, l'idée, c'est qu'on adopte effectivement un système de certification avec l'intervention d'organismes tiers pour garantir les promesses qui sont avancées. Et donc voilà, ça c'est clairement l'objectif d'aller dans ce sens-là. Deuxième point, c'est le lien avec les autres démarches, en particulier HVE. HVE, en fait, est retenu dans le cadre de la loi EGalim par rapport aux objectifs donnés aux restaurations collectives quant à l'approvisionnement en produits durables. Et donc, bien évidemment, c'est un enjeu important. Et donc, nous, dans notre démarche, il faut qu'on soit compatible avec ces objectifs fixés par la loi EGalim pour les restaurations collectives. Donc, la façon de faire, il y a plusieurs démarches, mais parmi ces façons de faire, c'est aussi la double certification avec HVE, et en particulier HVE3, pour satisfaire à ces exigences-là. Maintenant, par rapport au bio, l'idée, c'est effectivement de ne pas doubler. Donc là, il y a une certification qui permet de garantir un système de production intéressant pour la qualité de l'eau, bien évidemment. Et donc, là, l'idée, c'est de ne pas multiplier les choses. Par contre, il faut clairement dire qu'il y a des exploitations bio du territoire et puis qui pourraient se développer, qui ne correspondent pas au choix, disons, en termes de cap pour l'agriculture des acteurs du territoire. Et donc, ça veut dire qu'au-delà des charges bio, selon les types d'exploitation, les exploitations bio pourraient ou non être labellisées terre de source en fonction des situations. Merci. Alors, une question sur les productions de diversification avec l'exemple particulier de la méthanisation. Est-ce que la méthanisation est plutôt vue de votre côté comme une production de diversification d'intérêt par rapport à vos objectifs de qualité des eaux? Et est-ce que du coup, si oui, est-ce que l'idée d'une production locale d'énergie renouvelable pourrait être aussi certifiée dans vos démarches? Alors, oui, alors ça, c'est une question qui fait beaucoup débat, et bien évidemment, comme dans beaucoup de territoires. Clairement, la méthanisation fait partie du scénario After 2050, en termes de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est un moyen. Et puis après,
c'est un petit peu la même chose que ma réponse précédente. Toutes les méthanisations ne se valent pas. Hein, et donc, il y a bien un enjeu pour définir le type de méthanisation concernée. S'agissant après de l'intérêt du digestat pour répartir sur l'ensemble de la sole, donc il y a évidemment un intérêt. Après, si on parle des cultures alimentaires ou de la substitution de cultures alimentaires pour aller servir de matière première méthanogène, là, à ce moment-là, on est en incohérence avec les enjeux poursuivis. Merci. Alors, une question concernant les effets potentiellement négatifs de votre démarche. Est-ce que vous avez que des effets positifs depuis que la démarche existe, ou est-ce que finalement il y a des dérives, des récupérations, des effets négatifs? Est-ce que vous en voyez? Objectivement, c'est difficile parce que vous êtes… Alors, effet négatif, pour l'instant, je ne saurais pas dire. Il y a clairement des freins au développement du projet. Hein. Clairement, nous les freins, c'est bien évidemment la cohérence entre le territoire, hein, cette problématique territoriale, et puis les filières de production. Hein, donc, à partir du moment où on cible un territoire géographique, on va segmenter et on va du coup s'affranchir potentiellement des initiatives d'acteurs économiques en partie sur le territoire. Donc, du coup, c'est cette démarche-là et en même temps sa force, hein, puisque l'enjeu territorial est important et reconnu par les consommateurs, etc. Donc, toute la finesse, c'est bien de définir notre territoire de façon à ce qu'il soit cohérent. Et donc, c'est le travail que l'on fait aussi en ce moment, hein, de pouvoir élargir notre territoire de façon à pouvoir, de façon cohérente, embarquer des acteurs économiques d'importance dont les adhérents ou dont les clients sont situés en périphérie du territoire actuel. Ok, alors il y a Sarah Feuillette, pour ne pas la nommer, qui donne à la fois des informations et des points de vue et qui pose des questions. Et donc, je prendrai que la question. Est-il possible de dire globalement quel niveau de protection pour la qualité de l'eau donne le niveau minimal du label terre de source vis-à-vis des nitrates et des pesticides? Alors, niveau minimal, je ne sais pas comment on peut interpréter les choses. En fait, déjà, c'est l'idée d'une démarche de progrès, quoi. Et donc, du coup, ça me semble déjà important. Et vis-à-vis de l'impact nitrate phyto, de prendre déjà les exploitations là où elles sont et puis d'entraîner vers cette démarche de progrès, quoi. Clairement, par rapport à la qualité de l'eau, vous voyez que il y a deux choses, hein. Donc, il y a évidemment le phénomène d'inertie du milieu, hein, donc entre l'évolution des pratiques et puis la traduction concrète dans la qualité de l'eau. Il va s'opérer un certain nombre d'années. Et puis, le deuxième point, c'est le développement de notre projet, son déploiement. Hein. Donc, aujourd'hui, on est à très peu d'exploitations. Hein, on est c'est 20 exploitations qui ont répondu au deuxième marché public. Là, on va passer à une cinquantaine. Là, on est en train d'élaborer le troisième marché public. Et puis, on travaille avec 100 exploitations pour développer les filières de production. Et alors qu'on en a 2000, hein, je ne l'ai peut-être pas cité tout à l'heure, 2000, et si on intègre tout le pays de Rennes, là, indépendamment des bassins versants, on est à 3000. Donc, vous voyez que ça se fera progressivement. Et donc, si on se situe à l'échelle d'une exploitation, voilà, l'idée, c'est d'arriver à réduire les excédents, et en particulier par rapport au bilan apparent, qui est un des indicateurs de la méthode IDEA, de façon significative pour arriver à des fuites les plus faibles. Mais ce, en complément aussi d'autres actions vis-à-vis des zones humides en particulier.
Ok, alors j'ai une question à réponse courte. Il y a Olivier Réchauchère qui demande si vous connaissez le dernier rapport qui est sorti du ministère de l'Agriculture concernant l'évaluation des programmes d'action pour la lutte contre la pollution des eaux, un rapport du CGER qui prône la mise en place d'obligations de résultats, qui est sorti en janvier. Vous le connaissez? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. Et vous, ça change des choses dans dans vos objectifs et dans votre projet ou pas? Alors, la difficulté, alors justement, on est complémentairement à tout ça, on est en train aussi avec l'INRAE de définir aussi des indicateurs, quand on parle d'indicateurs de résultats, hein, donc des indicateurs intermédiaires entre les pratiques et puis la qualité de l'eau, co-construits avec les agriculteurs, hein, et donc de type reliquat azoté, bien entendu. Et donc, ça fait partie de la batterie d'outils dont on va se doter en complément de tous ces indicateurs-là. Quand j'ai parlé tout à l'heure des PSE, hein, sur lesquels nous travaillons, c'est bien dans cet esprit-là de travailler sur des objectifs de résultats, avec la complexité que l'on a à travailler sur ce thème-là par rapport à la qualité de l'eau. Et donc, contrairement à l'enjeu carbone, hein, où on a des outils qui sont plus faciles à manier qu'en ce qui concerne la qualité de l'eau. Peut-être pour compléter cette question-là, est-ce que, c'est quoi la maille géographique à laquelle vous arrivez à suivre les résultats? Parce qu'au final, si on a, en schématisant, si on a juste 2 points d'analyse, ça fait qu'on a un territoire gigantesque et avec potentiellement une hétérogénéité dans ce territoire de captage, où on a peut-être des zones à viser plus finement. Est-ce qu'il y a des prélèvements qui sont faits dans des eaux de ruissellement? Je sais pas, est-ce qu'il y a 15 points de prélèvement par aire de captage? Est-ce qu'il y en a un seul? À quel point on arrive du coup à cibler l'origine des pollutions? Alors, on travaille par sous-bassin versant, en fait. Hein. Si on prend les territoires assez vastes, hein, je pense au Quénon, par exemple, qui font 37 000 hectares, eh bien, on va découper le territoire en sous-bassins, hein, de façon à avoir un suivi et de cibler par rapport, effectivement, des sous-bassins qui sont plus contaminés les uns que les autres. Donc, on peut arriver à côté les grains du Coglay, là, c'est vraiment c'est à l'échelle de 150 hectares à peu près, on a des prélèvements. Donc, on est capable après d'avoir un suivi assez fin par rapport à ça. Maintenant, c'est de faire le lien effectivement entre les pratiques, hein, d'exploitation sur un territoire et puis la qualité de l'eau, quoi. Et de faire la correspondance et avec l'inertie du milieu dont je parlais tout à l'heure. Ok, alors il y a une question sur le mot magique blockchain, parce que vous avez dit que vous utilisez la blockchain. Évidemment, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que exemple pratique d'utilisation actuelle de la blockchain? Alors, on ne l'utilise pas actuellement, justement. Là, on travaille pour ce faire. Hein, c'est-à-dire que l'idée, comme beaucoup de filières maintenant, hein, du coup, hein, c'est d'avoir une traçabilité du produit dans l'exploitation jusqu'au consommateur. Et donc, avec cette idée d'informer le consommateur des pratiques de chacune des exploitations. Et donc, l'idée, c'est que adossé en fait derrière au code du produit, qu'on puisse avoir l'information sur où il a été transformé, par quelle entreprise, et puis les produits d'où ils viennent. Et donc faire le lien vraiment entre un ensemble d'exploitations situées sur notre territoire, hein, dans le cadre du projet, et puis le consommateur. Et ça, c'est déterminant pour la sensibilisation, pour la dynamique d'achat des consommateurs, donc des habitants du territoire. Alors, il y a 2 questions autour plutôt de la dynamique d'évolution de l'engagement des agriculteurs.
Est-ce que actuellement vous essayez de regarder les indicateurs non pas seulement sur les agriculteurs qui s'engagent, mais aussi sur les autres? Et puis, une autre question dans la continuité, si l'adhésion des acteurs augmente, si les pratiques progressent, et que en parallèle, la qualité de l'eau se dégrade, ça peut être possible. Qu'est-ce que vous ferez dans ce cas? Clairement, ça renvoie à cette remarque dont je parlais tout à l'heure, hein, que c'est la proportion d'exploitation dans la démarche. Là, nous, on vise 25% et puis continuer au-delà des 10 ans, bien entendu. Mais ça veut dire qu'il en reste une grande partie. Hein, et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on suive, bien évidemment, les pratiques des autres exploitations sur la base des sources là, dont j'ai parlé. Et là, on assiste, comme vous l'avez en tête, hein, du coup, le risque, c'est qu'il y ait une divergence en fait, des systèmes de production sur le territoire, hein, avec des exploitations qui sont dans une dynamique de marché local, avec des démarches de qualité, de label, et puis des exploitations qui sont exclusivement orientées vers l'exportation. Et on a, avec le risque de cette dualité-là. Donc, comment ça se gère? Effectivement, c'est un enjeu important. L'idée, c'est de chercher à valoriser une partie des productions de chacune des exploitations. Hein, donc, quand je parlais tout à l'heure des filières qu'on est en train de faire, eh bien, ce sont des exploitations qui sont de taille importante, qui ont une vocation à produire pour d'autres territoires. Hein. Et l'idée, c'est de cibler un maximum d'exploitation pour une partie de leur production valorisée dans cette démarche-là. Ok, donc il nous reste 4 minutes. Donc sur la question donc sur les bio, les agriculteurs bio, c'est peut-être pour ça que tout le monde ne s'engage pas dans la démarche sur le territoire, parce qu'ils sont sur des filières d'exportation ou des filières où ils ont la rentabilité suffisante, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais, d'accord. Alors il y avait une question, il reste 2 questions. Donc une question de Frédéric, sur le nombre d'agriculteurs, vous l'avez dit, et donc sur prix d'achat, la fixation du prix d'achat, marché public, combien d'années porte la garantie d'achat? Je crois que vous avez dit 4 ans. Hein. Enfin, toutes ces questions, vous avez répondu. Hein. Donc, si Frédéric, t'es arrivé un peu en retard, tu regarderas la vidéo en replay pour avoir les réponses à tes questions. Et il y avait une question de Christian Bockstaller sur la mise en réseau d'initiatives qui ressemblent à la vôtre. Est-ce que vous en connaissez d'autres initiatives sur d'autres territoires et qui a cette perspective de mise en réseau? Oui, alors je vais juste en profiter pour parler des bio. En fait, hein, les bio sont intéressés par la démarche par rapport au local, hein, parce qu'ils sentent bien que le marché bio, il a besoin aussi d'être relancé localement et qu'il y a un risque dans l'avenir de voir effectivement le marché un peu évoluer s'il n'est pas relié au local. Quant au réseau, oui, on travaille en réseau avec un certain nombre d'acteurs, donc en particulier le réseau Terres en Ville, qui rassemble en fait les plus grandes agglomérations au niveau national. On travaille avec le réseau de la FNAB, la Fédération de l'agriculture biologique, et des sites pilotes eau et bio au départ et biodiversité maintenant. On travaille avec le réseau FNCCR, hein, qui est la Fédération des collectivités concédantes et régies, hein, donc qui gère qui rassemble les collectivités par rapport aux services publics. Donc d'autres initiatives, on est en lien avec des territoires qui souhaitent travailler en partenariat avec nous. On a aussi dans le cadre du réseau des territoires d'innovation, hein, du programme d'investissement d'avenir, en particulier Valence Roman, qui
Empreinte là commence à travailler sur la base du cahier des charges IDEA aussi pour développer leur projet aussi sur leur territoire en lien avec la BioVallée. Voilà, il y a différentes initiatives de cette nature-là. Et donc, l'idée, c'est de rassembler les territoires pour travailler effectivement en partenariat et développer le projet. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce qu'Antoine, tu veux poser une question ou est-ce que finalement, toutes ces différentes questions répondent à tes attentes? Je crois qu'il y aurait plein de questions. Il y en a certaines que j'avais qui ont été posées, donc on va s'en tenir là. De toute façon, ce n'est pas la fin de l'histoire, hein. Comme je l'ai indiqué, il y a un numéro spécial de la revue AES là, qui est en préparation, dans lequel il est prévu un compte-rendu de cette discussion sur lequel on essaiera de rebondir parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plein d'expériences ailleurs. Il y a aussi beaucoup de questions sur la place de l'agronomie. On voit que ça reste compliqué de relier pratique et résultats et que les indicateurs sont… voilà, il y a des engagements de moyens et qu'ensuite le passage au résultat est compliqué par les deux points que Daniel a soulevés, hein, l'inertie dans le temps et puis le changement d'échelle dans l'espace avec un nombre limité. Bon, donc il y aurait plein de questions autour de ça. On va essayer de rebondir au niveau de l'AFA. Simplement, je voudrais remercier Daniel L pour son intervention. Je pense que c'était clair. L'audience, parce qu'il y a peut-être pas trop nombreuses, mais avec beaucoup de questions, donc il y a un intérêt majeur. Et puis Philippe pour l'organisation et l'animation. Et je vous donne rendez-vous donc pour le dernier webinaire du cycle autour de ces indicateurs, pour l'instant, qui a lieu la semaine prochaine, donc vendredi prochain, le 12 février, même heure, 13 h, avec Philippe Pointreau, donc AFA et Solagro, qui présentera autour de After 2050 qu'on a évoqué, que Daniel a évoqué, un peu la question de comment on peut imaginer des indicateurs à une échelle beaucoup plus macro, à l'échelle nationale ou européenne. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci à tous. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site de l'AFA pour avoir ensuite le rappel pour ce prochain webinaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.